Bonjour Felicien Karédié, merci d'avoir accepté mon invitation. On va commencer à parler de votre livre intitulé « Qu'il était bon mon pays ». C'est un beau titre pour moi. C'est beau. Alors, à travers le récit de sa vie, Felicien Karédié nous plonge dans le Rwanda d'avant les crises sanglantes qui ont eu lieu à la fin des années 50. Il passe une enfance heureuse au Mayaga, une région sans histoire épargnée par les drames du Muyaga, décrivant une époque où Hutu et Tutsi vivaient en harmonie. Devenu adulte, il découvre et subit les humiliations et les discriminations anti-Tutsi à l'école puis à l'université. Après avoir traversé ces périodes tragiques, mais aussi vécu de temps de bonheur, l'auteur nous décrit les combats qui ont été les siens. Ma première question à propos de ce titre, « Qu'il était bon mon pays ». À vous, Khalid. Ah oui, merci. Merci de l'invitation. Je suis très ravi d'avoir de faire partie de l'émission de cette interview avec vous. Je vous suis depuis plusieurs années et je pense que je rêvais d'être une fois interviewé par Aimable Karirima. Oh, c'est un honneur. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, mon rêve est réalisé. Merci. Le titre « Qu'il était bon mon pays », c'est un titre qui évoque avec un peu de nostalgie le Rwanda que j'ai connu dans mon enfance. Un Rwanda où il y avait une harmonie entre les communautés, très particulièrement chez moi au Mayaga, mais c'était pareil dans beaucoup d'autres régions. Les Hutus et les Tutsis vivaient en harmonie avant que le pays soit mis à faire à sang, avant que la société rwandaise soit désintégrée par de nouvelles politiques, je dirais d'origine coloniale, mais où les Rwandais ont joué un grand rôle. Je vais parler de la période de Muyaga, quand on a commencé à incendier les maisons des voisins, Tutsis, les frapper, les exclure, les chasser de leurs maisons. Beaucoup sont partis à l'étranger, d'autres sont restés pendant des années dans des camps de réfugiés. Et ceux qui sont restés au Rwanda pendant les 3 décennies qu'a duré ce régime, ils ont été victimes des humiliations, des exclusions. C'était des citoyens de deuxième zone. Moi, j'ai vécu ça aussi. Après avoir vécu, comme je le dis, une enfance heureuse au Mayaga, dans une famille, où la chaleur familiale, la chaleur des amis, des voisins, tout ça. J'ai dû aller à l'école. Et c'est à l'école que j'ai rencontré. J'ai fait les premiers contacts avec la discrimination comme telle. Mais là, on va aller plus loin. La peur du passé, c'est le premier chapitre. Oui, la peur du passé. Là, je voulais évoquer d'abord comment j'ai commencé ce livre et qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Première chose, l'idée d'écrire un livre ne m'était jamais venue. J'ai écrit beaucoup de livres mais scientifiques dans mon domaine professionnel. Mais un livre littéraire comme ça, c'était la première fois que je le faisais. Je faisais des articles dans la presse avant, surtout au moment, à la période d'élite. Et l'idée est venue d'une fête familiale où des amis, mes enfants, mes nièces, mes neveux m'avaient convié à un anniversaire de mes 70 ans. Et comme tonton de la famille, je me suis mis à raconter le passé. J'aime bien parler de ce que je vivais à l'époque, de ce que nous vivions, de comment nous vivions à l'époque. Et j'ai réalisé que la plupart des gens, et ça c'est réel, la grande majorité des Rwandais sont nés après le génocide. 60% je crois. Mais même après, les gens qui ont connu réellement l'époque de Muyaga, l'époque de Kayibanda, on n'est pas très nombreux. Or, c'est une époque très cruciale. C'est là où tout s'est joué. Une sorte de shifting dramatique
où les gens se sont retrouvés complètement exclus de la société. Et tout ça, j'ai vécu ça. Et je fais une sorte d'appel de ce passé que j'ai connu, la mort du roi Moutara, parce que c'est ça qui a commencé, et la naissance des partis politiques. Et quand vous parlez des exclus, c'est quand même une partie de... C'est pas tout le monde, finalement. Les Tutsis. Oui. C'est l'exclusion des Tutsis, oui. Vous avez raison de le signaler. Et puis, pendant toutes ces années, on a accumulé cette masse d'informations. Kayibanda, Mbonyumutwa, plus tard Habyarimana, tout ça. Et tout ce que nous vivions, ce qui était en Ouganda, vous savez comment ils ont été traités par Obote, ce qui était au Burundi, 30 ans après, ils n'étaient toujours pas acceptés. Ce qui était en Tanzanie, c'était pareil. Quelques-uns arrivaient à tirer l'épingle du jeu, mais la majorité était des exclus. Et tout ça, j'ai vécu. J'ai vécu. Même partout où j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, ils m'ont raconté comment ils vivaient, tout ça. Et je voulais justement contribuer à la connaissance historique de cette période, en apportant ces informations, en racontant ça à mes enfants, en racontant ça aux jeunes, et en racontant ça au monde entier. Parce que la plupart des gens ne savent pas comment le Rwanda en est arrivé là. Comment le génocide, ils croient que le génocide est tombé du ciel. Eh bien non, il y a eu des périodes de préparation, périodes comment ils ont essayé de donner des idéologies, idéologisation, instruire les gens et les amener à ce que le moment venu, ils le fassent sans difficulté. On va parler aussi de votre autobiographie que vous avez évoquée dans ce livre. On m'a expliqué récemment dans une présentation du livre que quand on écrit son autobiographie, mais que c'est une autobiographie qui touche à beaucoup de monde. Ça s'appelle mémoire. Donc le terme mémoire, je l'ai bien accepté. Donc ce sont des mémoires qui touchent ma vie, mais qui touchent la vie de la plupart de mes compatriotes, surtout mes contemporains. Les gens avec qui j'étais à Bimana, par exemple, ils vont se retrouver dedans. Et j'ai eu pas mal de témoignages d'ailleurs. Les gens qui étaient avec moi à l'Université nationale en 1973, ils se retrouvent dedans. Et donc ce sont des mémoires. Alors quant à mon autobiographie, dans le livre, je commence par parler de ma famille, évidemment. On parle de soi, de soi-même, d'où je viens, et de quelle région, de quelle famille. Au Rwanda, on parlait des lignages. Chez nous, on était à Gitori, descendant de Gitori qui était le fils du roi Kigeli Ier Mukobanya, qui était parmi les rois qui ont fondé le royaume du Rwanda. Le royaume du Rwanda qui était au départ confiné à Gasabo, Bumbogo, Bwanakyambwe, Buriza, tout ça. Le roi Mukobanya fut le premier roi à passer la Nyabarongo et aller attaquer la région dans l'extension, parce que tous les royaumes existent parce qu'il y a eu des périodes d'extension par des guerres, par des alliances, tout et tout. Alors, Mukobanya, le premier qui a pris l'Onduga, son neveu Zuba, qui était le général, mais qui a fait ça sous le règne de Mibambwe. Celui qui a ramené dans le giron du royaume Rwanda toutes les régions du nord, au Burera, au Boberuka, le Mubare, je crois. C'était une région très importante pour la dynastie des Banyiginya, parce que c'est là où on pensait que c'est là où Gihanga avait installé son origine. Donc, et puis après, mais dans le livre, je n'évoque pas trop ces histoires lointaines. On n'est pas des princes, on n'a pas du sang bleu. C'est des siècles en avant. Donc, mes parents n'évoquaient jamais ça. Ma mère aussi, qui est de la famille des Abanana. Abanana, c'est une famille royale qui vient de Rujugiro, qui a eu aussi des grands princes, le prince Gihana, le prince Charangabo, tout ça. Et Abanana descend du prince Gihana, son fils Munana. Et là, ça c'est beaucoup plus récent, ça doit être fin du XVIIIe siècle.
Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous ne descendons pas des arbres, les Rwandais, les familles rwandaises, ils ont quand même des origines. On n'est pas venu d'Éthiopie ou de je ne sais pas quoi, comme beaucoup de gens racontent. Justement, ça amène aussi sur la quatrième question sur la généalogie et histoire. Voilà, c'est ça que j'explique effectivement. Donc cette généalogie qui a fait que moi quand je suis né, j'ai grandi, c'était au milieu des oncles, au milieu des tantes qui formaient la famille Zeramenekitore. Mais au Mayaga, il y avait plusieurs familles. Il y avait Abakyaba, il y avait Abanda, il y avait Abanda, il y avait Abaroro, il y avait des familles Hutu et Tutsi qui se reconnaissaient tous, qui vivaient en harmonie entre eux. La cinquième question, c'est par rapport à la connaissance de votre région natale, où vous avez dit, connaissez-vous le Mayaga? Ah oui. Moi non. Alors, quand j'évoque le Mayaga, j'ai beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Le Mayaga, d'abord, c'est le berceau de ma famille. Oui. C'est plusieurs générations. Ça, c'est une première chose. C'est là que j'ai grandi, j'ai fait les petites bêtises des enfants, j'ai commencé l'école primaire, etc. Tout ça, j'ai grandi jusqu'à... J'ai quitté le Mayaga à 23 ans, donc j'étais assez grand. Mais le Mayaga, c'est aussi une région où l'harmonie communautaire était accomplie. C'était déjà simple. C'est une région qui a été, je dirais, évangélisée en dernier temps. Donc en fait, il n'y avait pas de paroisse, il n'y avait pas de prêtre. Et je pense que c'est ça qui nous a épargnés. Est-ce que mec, c'est comme au Bugesera? Ouais, c'est exactement pareil. Ils ont été, Au niveau géographique, le climat, tout ça, c'est presque pareil. Oui. Il n'y a que le Kanyaru qui passe entre les deux. Mais il y a le Bugesera qui est devenu l'endroit où on envoyait les réfugiés, tout ça. Ça, c'est très récent. C'est des années 60. Mais je dirais, avant 60, le Mayaga et le Bugesera se ressemblaient. Des gens qui n'avaient pas d'animosité entre les populations, simplement parce que, par manque de paroisse, il n'y a pas eu de prêtres qui sont venus donner la nouvelle idéologie, il n'y a pas eu de figure montante de Palme Hutu, et ça nous a épargnés. Ça fait que les gens ont continué à vivre comme ils étaient. La vie de Banya Mayaga, donc c'était la forêt à l'époque, c'était encore la forêt. Moi j'ai connu au Mayaga où on voyait encore des léopards, des hyènes, des tas d'animaux, des mammifères de la forêt. Et d'ailleurs mes parents, mes oncles, mes voisins, tous les dimanches ils allaient à la chasse. Le roi Mutara lui-même, il venait parce que Nyanza n'était pas loin, c'est à 10 km, on était à 10 km de Nyanza. On voyait la voiture du roi Mutara qui venait faire la chasse. Et cette chasse est très ancienne, même à l'époque de Gahindiro. On dit que le roi Gahindiro, il est né parce que son père, c'est Nhabzo, il venait faire la chasse au Mayaga et il a rencontré une grande dame qui s'appelait Nyiratunga, qui était la veuve du chef Gihana. Gihana qui avait été sacrifié pour le Burundi, pour la conquête du Burundi. Nyiratunga, c'était sa veuve, mais elle était veuve et jeune. Et on raconte que c'est Nhabzo qui n'a régné que 5 ans. Il est venu au Mayaga pour faire la chasse, il a rencontré Nyiratunga. Comme il est mort sans enfant, on a commencé à croire qu'il n'a pas de successeur. Mais avant sa mort, il avait reconnu, je crois, les Abirs le savaient, qu'il avait un enfant qui attendait. Ça, c'était au Mayaga, ça s'est passé au Mayaga, tout ça. Et à Morinja, Nyiratunga habitait là. Donc, la chasse, ça a toujours été quelque chose qui attirait du monde au Mayaga. Et l'agriculture aussi, mais on n'avait pas une grande variété. C'était Ibijumba, Ibitoki, Ibishimbo, tout ça. Et la viande, il y avait beaucoup de vaches. Il y avait beaucoup de vaches, on avait des pâturages. Je me rappelle quand j'étais petit, le matin, quand on sortait les vaches de la maison, on pouvait les laisser partir tout seuls. Parce qu'il n'y avait pas de champ de voisins, ce qui n'a pas continué. Donc, le fait qu'on avait des terres, assez de terres, ça fait que les gens ils ont vécu en harmonie, ils ne se disputaient pas pour les terres. Il y avait assez de terres. Justement, on va continuer à parler de votre enfance.
ce que vous avez appelé les vers paradis de l'enfance au terroir. Ah là là, alors ça aussi c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de beaucoup de gens. Hein. Quand on était petit, tout garçon de 5-6 ans, sa première tâche c'était de s'occuper des vaches, des veaux. Ça, très souvent c'était ça, dans des familles de pasteurs en tout cas. C'est ce qui est très apprécié dans ce livre, c'est parce que tout ce que vous avez raconté, c'est une vie finalement de tous les Rwandais de votre génération. Exactement. Pour transmettre aux jeunes générations. Et comme vous avez parlé de Mayaga, c'est comme parler de Bugesera, de Buganza. Ça, en lisant le livre, tout le monde s'y retrouve et aime sa région natale à travers votre récit. L'autre jour, j'ai fait une présentation, il y avait l'honorable Tito, il était là, c'est un ami, on avait vécu ensemble en Europe, et je l'ai invité à cette présentation. Il m'a dit, ce que vous avez vécu au Mayaga, nous avons vécu la même chose au Buganza. Le truc de Runongo, Runongo c'est... Oui, gukora Runongo. Gukora Runongo, kugenda ku mitumba, gusimbuka, kudahirira inka, tunazonka, tukabona amata. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en français facilement. Des choses comme ça. Et ça, c'est la vie du petit Rwandais sur les collines. C'était Sophie ma vie aussi, sur les collines de Mayaga. Oui, on s'y retrouve même si nous, on n'est pas de votre génération, mais quand même, le lieu de naissance reste toujours un lieu exceptionnel. C'est là où, je peux dire, c'est là où on est éduqué. Absolument. Parce qu'on grandit avec. Ah oui, moi je le vois avec mes enfants qui sont nés dans un quartier à Genève. Et quand ils évoquent ça, c'est là où ils ont eu les premiers petits copains, tout ça. Et même quand ils les retrouvent, ils y retournent, ils vont chercher la petite vie qu'ils ont vécue là-bas. Alors on continue avec les vers paradis de l'enfance au terroir. Vous m'excuserez pour vous couper la parole, donc voilà. Donc en fait, quand j'ai dit vers paradis, c'était des paradis parce que c'était des lieux de bonheur. Des lieux de bonheur. Donc on passait ces journées à l'extérieur, on apprenait beaucoup de choses. Comme garçon, on n'avait pas droit, par exemple quand il pleuvait, on n'avait pas le droit d'aller se mettre au chaud. Ça, c'était les filles qui se mettaient au chaud, parce qu'ils travaillaient à la cuisine. Et nous, on devait rester là, on devait nous préparer à la dure vie des mâles. Mais cette dure vie, c'était aussi une sorte d'école de la vie où on apprenait beaucoup de choses. On apprenait les chants pastoraux, Kwivuga, on apprenait s'occuper bien évidemment des vaches, mais aussi il y avait plein d'autres activités qu'on faisait sur les collines, et la petite chasse et tout ça. Et le soir, quand on rentrait, nos mamans nous accueillaient avec nous racontaient des contes, des contes anciens, souvent ponctués par des chants lyriques et tout ça. Et c'était magnifique. Je rappelle que c'est entre les années 50 et 60. Oui, votre jeunesse. Voilà, c'est ça. Et pouvez nous donner quelques anecdotes de jeunesse? Les anecdotes de jeunesse. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre jeunesse, votre adolescence? Il y a plein de choses. Les anecdotes, c'est par exemple à l'école, je racontais comment on allait cueillir des fruits sauvages, par exemple, à Massassa. Et on monte dans l'arbre, c'était un gros arbre qui est à peu près la taille d'un Mwembe. Et là-dedans, on a vu qu'on n'était pas seuls, il y avait un léopard dedans. Ah bon? Ah ouais. Il y avait un léopard dedans, évidemment. On avait les consignes, il faut faire doucement parce que si le léopard n'aime pas le bruit, il n'attaquait pas. Sauf si justement on commence à l'embêter. Ce jour-là, on est rentré. Je me rappelle, ma soeur m'avait... J'ai dit à ma soeur, écoute, je vais avec Kambanda cueillir des massassa. Si les parents demandent, il faut leur dire que moi, j'étais malade, j'avais des maux de ventre que je traîne. Il a dit d'accord, je le dirai, mais à condition que vous m'apportez
des bons fruits. Et quand je suis revenu sans fruits, il a dit non, je ne vous crois pas. Je vais le dire. J'ai dit la supplier, j'ai dit je vais doubler la dose. Tout ça, c'est des trucs qu'on vivait. Et notre anecdote, à propos des animaux, là, je parlais des léopards. Une fois, on a été, à l'époque d'Ombonyumutwa, président pendant la phase d'autonomie. Il n'était pas encore président full-time, mais c'était avant l'indépendance. Il a fait sa campagne, il est venu dans le Moyaga, on a été le voir. Et au retour, moi j'avais peur parce qu'on est rentré tard la nuit. Et chaque fois que je voyais le premier buisson, je croyais que c'était des hyènes. J'ai commencé à crier partout, je vois une hyène, tout ça. Mais on trouvait aussi des serpents. Il m'est arrivé une fois de m'asseoir en gardant les vaches et je sens que sous mes fesses, il y a quelque chose de mou. Et c'était des serpents sur lesquels je m'asseyais, tout ça. Ouais. Ah, ça, c'était très courant. Alors, aujourd'hui, les jeunes, ils se demandent, moi-même, je me demande comment, parce que je suis plus jeune. Il est plus jeune que toi, on est toujours plus... Oui. Comment vous vivez à cette époque des années 50, 60 comment vous abordez, par exemple, les filles? Aujourd'hui, on a des téléphones et on peut chatter, on peut écrire sur des réseaux sociaux. Comment votre vie entre couples se passait? Alors, il y avait... c'est très intéressant ça. Bon, l'époque que je décris, j'étais encore très jeune pour vraiment m'occuper des filles. Mais je voyais mes grands frères, mes voisins qui étaient plus grands. Ça fait partie de la vie. Ben oui, en fait, si les Coréens, c'était facile. Mais quand je suis devenu plus grand, ça veut dire au niveau de l'adolescence, je veux dire à 16-17 ans, là, on était à l'école secondaire. On lisait des romans photos. Et très souvent, il y avait toujours des écoles de filles à côté. À Bimana, par exemple, il y avait une autre école. Mais on nous interdisait d'y aller. Mais on s'arrangeait avec les filles. On leur envoyait des petits mots. La fille, elle te donnait l'itinéraire du voyage du dimanche. Elle dit, on va passer par là, etc. Comme ils étaient tous en uniforme, tu ne pouvais pas la distinguer. Et une fille qui était décidée, il mettait un signe qui te montrait pour que tu la repères. Mettait par exemple une bande sur le genou. Et tu la vois, tu lui fais ça, etc. Ça s'arrêtait là. Et il fallait attendre les vacances. Les vacances, alors, c'était des saisons d'amour, je dirais. Il ne faisait pas vraiment les actes sexuels, mais s'il y avait des embrassées, des choses comme ça. Ça envoyait des petits poèmes. Il y avait une vie amoureuse quand même à cette époque-là. C'était quoi comme occupation des étudiants en vacances ou les occupations d'un jeune comme de cet âge-là? Alors, il y avait beaucoup d'occupations. D'abord, il y a les travaux de ménage de la maison. Souvent, les papas vous orientez vers le bétail, vers les champs. Mon père avait un commerce, donc je devais aller l'aider à la boutique. Donc, il y avait ces occupations. C'était qui votre père, le nom? Mon père s'appelait Décidé, regarde quoi. Il était à Nyamiaga, il avait une boutique à Nyamiaga. Il était même avec Kaïgi, mon beau-père, ils étaient associés. Mais avant, il avait eu aussi... à la maison même, il avait 2 machines à coudre. Il avait appris à coudre. Et il avait engagé même des couturiers. Et puis, à l'époque, comme il n'y avait pas encore de magasins, il faisait des marchés ambulants. Donc, il cousait les habits des femmes, des hommes, tout ça. Et puis, lundi, ils étaient au marché de Gatir. Mardi, ils étaient au marché de Terre, etc. Tout ça. Et le vendredi, on allait à Nyanza parce qu'il avait un ami pakistanais qui lui donnait, qui procurait des cotonnades, tout ça. Et ça, c'est une partie que j'ai aidée. Mais il y avait aussi une organisation, je dirais, plus structurée. Ça s'appelait d'ailleurs élèves en vacances ou étudiants en vacances, où on se rencontrait une fois par semaine. C'est pour ne pas perdre le contact avec l'école. On apprenait des chants, on allait même construire des toilettes pour des personnes non... C'était comme les Xaveri ou les scouts.
Donc on faisait ça. Mais on faisait aussi des soirées dansantes. Hein. Oui. Dans mon livre, je raconte l'histoire de Germaine. Et Germaine, c'était une Française volontaire qui habitait au Mayaga et qui aimait organiser des soirées dansantes. Il avait même un chant qui disait, qui ouvrait chaque fois le bar de ces soirées. Connaissez-vous le Mayaga dans le sud du Rwanda, etc., etc. Et on allait là-bas, on dansait, tout ça. Il y avait des... Tu parles, Mayaga parle de Nyanza aussi. Bah, la Nyanza, c'était à côté. Moi, j'ai fait Nyanza. J'ai failli être commerçant, hein, figurez-vous. À la fin de... j'ai vendu pendant 2-3 mois. J'ai vendu ce qu'on appelle les sekeni. C'est des habits d'occasion qui venaient, ça vient maintenant. À l'époque, ça commençait. Et il y avait un Pakistanais à Nyanza, Moutari, qui les faisait venir de je ne sais où. Et là, tu achetais au hasard un ballon, puis tu ouvrais, tu ne savais pas ce qui était dedans. Et puis... Mais c'était très lucratif. Et ça, je l'ai fait en prévision du cas où je n'aurais pas d'école après. Parce que j'étais à la fin de l'école primaire. J'avais 13 ans. Les enfants à l'époque, ils étaient en avance. 13-14 ans, tu faisais du commerce, tu faisais du business. J'avais mon vélo, je montais, tout ça. Beaucoup de familles de Mayaga Nyanza sont devenus des commerçants. Oui, tout à fait. Ah, oui. La plupart, les gens comme Rubangura, moi je les connaissais à l'époque, c'était même pas encore des grands commerçants. À l'époque, il n'y avait pas de grands commerçants rwandais. Il y avait des Pakistanais, des Indiens et quelques rares Rwandais. Donc la plupart des jeunes, ceux qui sont venus, devenus après des millionnaires, ils sont venus d'ailleurs après moi, ils sont plus jeunes. Et ils ont commencé par vendre des second-hand. Ce qu'on vient de parler, c'est le moment de bonheur. L'enfance, c'est le Mayaga Nyanza que vous avez vécu d'une façon vraiment très agréable comme jeune Rwandais de cet âge-là. On va continuer avec la période qui commence à être très sombre. D'abord, il y a eu les événements des années 59. Fin 59, il y a tout qui change au Rwanda. Et là, vous aviez J'avais 9 ans. 9 ans. Ouais, donc, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je vous disais, c'est le visage de mes parents que quelque chose se passe. On nous a même, des fois, on nous a amenés nous cacher quelque part dans la brousse, parce qu'on disait ce soir-là, il y a les militaires de Kamina qui vont venir nous tirer dessus. Parce que le Mayaga qui était résistant, à l'époque, les Hutus, tous les deux visés. Kamina, c'était des militaires qui venaient du Congo et qui venaient pour appuyer les incendiaires de Parmehutu, les aider pour qu'ils puissent prendre le pouvoir. Et donc là, je ne comprenais pas grand-chose, mais très rapidement, j'ai vu quand même que sur ma colline, sur la colline voisine, il y a quelques familles Tutsi qui ont été molestées. Quand même, à 9 ans, c'est l'âge où l'enfant commence à encaisser. Ah non, je voyais tout. Ouais, j'ai même vu les armées du roi, Ngabo Zumwami. La plupart, c'était des Abanyamayaga, avec des arcs, des flèches, des lances, qui allaient attaquer, en fait, qui allaient contrecarrer les incendiaires. Là, j'ai vu, c'était des gens de chez moi, c'était de mes voisins. J'ai même connu 2 qui sont morts sur le champ. Ils ont attaqué Nyanza, ils ont attaqué Marangara, ils ont tué quelques personnalités, mais très rapidement, l'armée de l'OGS qui avait plus d'outils, qui avait des fusils, ils ont pris le dessus. Et là, j'ai vu, ils ont très rapidement neutralisé, annulé toutes les réunions. Ça s'appelait meeting. Ça veut dire les meetings, c'est des réunions qu'on faisait pour s'organiser. Quand ils voyaient qu'il y avait un meeting, ils venaient avec des fusils tirés dans le tas. J'ai vu 2-3 personnes tomber. Mais comparé à ce qui se passait dans d'autres régions, je peux estimer qu'on était plus heureux parce qu'on n'a pas vraiment incendié beaucoup de maisons chez nous. Alors, après la discrimination ethnique
que vous avez vécue. Alors la discrimination, je vais la vivre plutôt plus tard. Là c'est des événements tragiques, mais ce n'est pas encore la discrimination comme telle. Oui, c'est déjà la discrimination parce qu'on vise certaines personnalités, bien sûr. Mais c'est à l'école que je veux le vivre personnellement. Donc, comment? À l'école, c'est incroyable. On est à l'école, on est tous ensemble. C'était à Bimana, surtout que j'ai vécu ça. On ne sait pas trouver prétexte pour dire voilà, les Tutsis, vous êtes trop nombreux, les Tutsis, vous êtes trop arrogants, vous êtes trop grands, des choses comme ça. Ce soir, on va vous tabasser. Moi, ça m'est arrivé un soir, un camarade de classe m'a dit qui était Hutu, qui était mon copain. Il m'a dit écoute, fais attention, Félicien, ce soir, il y a quelque chose qui va se passer. Mais avant qu'on nous tabasse, pendant quelques semaines, on était complètement isolés. On voyait qu'il y avait une atmosphère lourde, des camarades qui, d'habitude, vous parlent, ils ne vous parlent plus. Ils vont tous les soirs, on ne sait pas où ils disparaissent, ils vont faire des réunions. Mais il n'y a rien qui filtre de ces réunions. On ne sait pas si c'est pour ceci ou cela. Mais on sent que c'est nous qui sommes visés. Jusqu'au jour où ils sont venus me dire là, c'est le moment de partir. Mais ne le dis pas à beaucoup de monde parce que sinon ils vont le savoir. Je suis parti avec deux amis du Mayaga d'ailleurs. On a été se cacher quelque part. On a été dans une famille, de quelques rares familles, tout ce qui était resté du côté de Manda, Kanyarira, tout ça. Et on a suivi tout ça depuis l'extérieur. Et de ce soir-là, on a tabassé tous les jeunes qui étaient là. Quand on est revenu le lendemain, il y avait des blessés, il n'y a pas eu de mort, mais on voyait qu'on avait cassé les choses, on avait tout ça. On nous a raconté ce qui s'est passé. On nous a fait subir des séances d'humiliation, on devait demander pardon parce qu'on a quitté les corps sans autorisation, tout, alors qu'on savait qu'on allait nous tabasser. On nous a demandé même d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore revenus, en leur disant que c'est la paix. Et c'est ce qui s'est passé, on a fait revenir tout le monde. Et malheureusement, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'ont pas réussi à nous tabasser comme il faut. Le directeur a refusé. Ils ont préparé un autre coup que le directeur de l'école a su à l'avance. C'était le dernier jour du trimestre. Quand les élèves ils attendent la proclamation des notes, il y a un moment de flottement, de gens ne savent pas quoi, ils ne savent pas quoi, ils s'occupent quoi. Alors ils avaient dit, cette période, on va le mettre à profit pour le tabasser, pour terminer ce qu'on n'a pas terminé. Et le directeur l'a su. Et quand on est sorti des classes, on est tombé sur une dizaine de camions. À l'époque, il n'y avait que des camions, il n'y avait pas de bus, les gens voyageaient dans les camions. Et camion qui va à Botare, camion qui va à Kigali, camion qui va à ça, on a demandé tous de partir. On n'a pas passé la nuit là-bas et on a été sauvés comme ça. Plus tard à l'université, ça va être pareil, plus dramatique. Alors, cette période qui vous a poussé à si long exil, l'exil commence de partir. L'exil commence quand, en 73, le 15 février, quand on fait la même chose. Et vous étiez avec vos parents ou là c'était là j'étais grand, j'étais à l'université, j'avais 23 ans. D'accord. Non, en 73, ça visait que des étudiants, des universitaires, des écoles secondaires et des fonctionnaires dans le privé et surtout dans le privé dans l'État. Et les parents sur les collines, à part quelques régions, n'ont pas été inquiétés. Donc nous, on était étudiants, je me rappelle, ce jour-là, j'avais un examen. Le lendemain, j'ai passé ma journée à la bibliothèque, préparer mon examen. Et le soir, quand je suis venu rapidement au réfectoire pour manger, j'ai vu qu'il y avait une liste signée, une liste de tout ce qui devait quitter le campus le plus rapidement possible. Je vois ici votre photo. Oui, j'étais étudiant. Carte d'étudiant à l'Université nationale du Rwanda. Ah ouais. Dans les années 72-73. Mais cette année, je ne l'ai pas terminé. Quand même, vous avez eu la chance, c'est énorme, parce que d'autres Tutsis à cette époque n'avaient pas de faire vos études secondaires, universitaires. Oui, en fait... Comment ça s'est passé pour vous? En fait, quand il m'en avait exprimé une fois, en s'adressant à la communauté Tutsi, il a dit en Kinyarwanda,
hunga, hora ou honga. Tu vois, c'est très poétique. Oui, hunga, ça veut dire réfugie-toi, c'est fini ton pouvoir. Hora, si tu es capable, venge-toi, mais ils n'étaient pas capables. Ou honga. Honga, ça résume la vie des Tutsis qui sont restés au Rwanda. Ça veut dire qu'il devait y avoir, que je pourrais voir déjà, des Hutus puissants qui t'aident à chaque étape. Moi, j'ai dû passer par des familles Hutus qui m'ont aidé à avoir une bourse. Et à l'époque, il y avait un ministre. Mais il y a eu beaucoup de mes camarades Tutsis qui n'ont pas eu la même chance que moi. Ils ont arrêté les études à ce niveau-là. Malgré que vous avez eu la chance d'avoir ce poste universitaire, étudiant à l'université, vous avez été chassé quelques mois après, le 15 février 1973. Oui, tout à fait. C'est ce que j'explique. Dans la nuit du 15, on nous a tabassés, on nous a chassés. Et l'université, on a commencé par le campus de l'université et au groupe scolaire. Après, ça s'est étendu dans d'autres écoles, Karubanda, ensuite Kigali, ensuite Nyamasheke, ensuite un peu partout. Ça a pris plus de 3 mois comme ça. Mais nous avons été parmi les tout premiers qu'on a chassés. Et moi, quand on m'a chassé, je suis retourné dans ma famille au Mayaga. Mais dans ma tête, c'était fini le Rwanda. Je me suis dit, je dois partir, je dois quitter ça. Malgré que je n'avais pas terminé l'année, j'ai compris que si on y reste, on sera toujours traité comme citoyen de deuxième zone. Je vais dans ma famille au Mayaga, je raconte ça à mes parents. Mes parents ne sont pas tout à fait chauds. Ma mère va même voir une voyante. Laquelle voyante, d'ailleurs, c'est ça qui m'a sauvé. Elle lui a dit, votre fils n'aura pas de problème, il va traverser la rivière. Elle est venue souriante, elle m'a dit, vous pouvez y aller mon fils. J'ai eu la voyante qui m'a dit, votre avenir. Et effectivement, ça s'est bien passé après. Donc ce soir-là, j'ai traversé la Kanyaru, très péniblement. La Kanyaru, c'était une région très sauvage, avec beaucoup de papyrus, beaucoup de crocodiles, des marais, j'ai failli tomber dedans, etc. Et finalement, je suis arrivé quand même. Donc, direction Burundi. Burundi, passé par le Kirundo, Ngozi, Bujumbura. Vous avez vécu combien de temps au Burundi? 1 année et demie. Je suis arrivé au Burundi, Bujumbura, le 1er mars 2013, et j'ai fait 6 mois sur le campus. J'ai réussi rapidement, d'ailleurs, je ne m'ai pas fait aussi. Vous avez continué l'université En fait, on était au Rwanda, on avait un système canadien, le système de baccalauréat, il fallait 3 ans. On arrive au Burundi, la faculté des sciences, c'était hébergé, tout ça. Ils avaient un système de candidature de 2 ans. Nous, on était déjà en 3e, on nous a dit, on n'a pas de 3e ici, on nous a mis en 2e. C'était comme une sorte de répétition. J'ai réussi la première session. J'ai eu même un poste de professeur dans un petit séminaire à Muyinga. Et c'est là où j'ai enseigné Jean-Marie Vianney Rurangwa, que tu connais, c'était mon élève. Il y a d'autres comme ça. Et j'ai enseigné 1 année, j'étais prof de sciences. Puis après, j'ai eu la bourse et je suis parti en Suisse. Je voulais aussi revenir sur votre jeunesse. Il y a une photo ici. À quelle page? Sur la page 66. Ma première photographie en 67, elle est Vabimana. J'avais déjà 17 ans. Mais pourquoi choisir cette belle photo de cette époque? Explique-nous. D'abord, comme je le dis, c'est ma première photo. J'avais 17 ans à l'époque, les photographes, ça n'existait pas au Rwanda. Mais cette photo, j'aurais choisi pour un message que je voulais donner. On est à l'école secondaire. On est l'élite du pays. On voit notre avenir en rose. On sera demain des docteurs, des avocats, des professeurs, des fonctionnaires. C'est vraiment l'époque des rêves d'un adolescent. À 17 ans, on rêve de ce genre. Et il y avait quand même certains préalables pour y arriver. D'abord, être bien habillé. Je me rappelle que je suis venu même à Kigali pour connaître Kigali. Et surtout, avoir la photo. C'était la première fois qu'on se faisait photographier. Donc, ça veut dire qu'en fait, on quittait notre monde paysan pour entrer dans un monde moderne, un monde, je dirais, urbain. Un monde dans lequel nous ne serons
plus que des paysans, nous serons peut-être des grands hommes. C'était une photo de rêve. De rêve, oui. Je vois que votre livre est documenté avec les images, c'est ce qui est très intéressant. Donc, il y a des photos avec la classe à la fin des humanités à Biimana. Il y a des photos avec entre étudiants à l'INR, bien habillés. Ça montrait que c'est pareil aussi. Il y avait le rêve. À Butare, on avait une bourse qui était conséquente quand même. On pouvait s'acheter des costumes, on pouvait acheter des vélos, j'ai même construit une annexe de maison chez mes parents. On avait un pouvoir d'achat assez bien. Et tout ça, ça montre qu'on avait quitté notre condition modeste d'enfant des collines, parce que si les collines, il n'y avait plus grand-chose. Et là, on entre dans un monde d'évoluer. Très bien, on va terminer sur ça. On va parler de votre vie professionnelle et votre renaissance à la vie sensible, famille et foyer. Oui. Et puis, on va aller vers aussi la période de FPR, quand ils ont libéré le pays. Très rapidement, ma vie professionnelle, donc, ça a été vraiment sans problème. Hein. Je suis arrivé en Suisse, j'ai tout de suite été intégré à la faculté des sciences. Mais vous pouvez nous dire comment vous avez arrivé en Suisse? Parce qu'il y a cette long exil, mais qui parle. Vous quittez Mayaga, l'université, tout ça, vous allez au Burundi. Après, comment vous avez atterri en Suisse? En Suisse. Ça, je vais vous la raconter. En fait, quand on est arrivé à Bujumbura en 1973, on était plusieurs étudiants qui venaient tous d'avorter nos études. On n'avait pas terminé. Et le rêve de tous, c'était de trouver un endroit où les continuer. Et au Burundi, il n'y avait pas moyen de continuer. Tout le monde s'est mis à écrire dans les universités, au Congo notamment, Lubumbashi, Kinshasa. On avait des connaissances qui étaient parties des années avant nous. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis à Muyinga comme professeur. J'écris à un ami qui est à Kinshasa. Je dis, écoutez, je n'ai pas fini mes études, je voudrais venir à Kinshasa terminer ma licence. À l'époque, la licence, c'était vraiment... Et il me dit, ici, c'est difficile, etc., tout ça. Et par contre, il m'a orienté à un ami à lui qui était en Suisse. J'ai envoyé... En fait, on écrivait une centaine de lettres. On recevait, je ne sais pas, 2-3 réponses négatives. Les autres ne répondaient pas. Mais j'ai eu de la chance. La mienne a trouvé réponse. Mon ami en question, Antoine Barikongere, que je cite plus tard dans le livre d'ailleurs, c'est lui qui va soumettre ma demande à une œuvre catholique qu'on appelait œuvre Saint-Justin. Et la chose que j'ai eue, tout ce que j'étais professeur dans un petit séminaire. Donc j'étais proche des prêtres, si vous voulez. Et comme c'était une œuvre catholique, la congrégation des Augustins, on les appelait, et j'ai envoyé mes bulletins scolaires, tout et tout. Il a trouvé que je suis un bon candidat. Et quelques mois après, vers le mois de mai, juin, je reçois une réponse que ma demande a été acceptée. Il y avait des moments de joie comme celle-là. Donc, ma demande a été acceptée. Mais mes amis, des fois, ils attendaient 2-3 ans avant de se trouver une réponse. Des fois, ils partaient même en maquisard, comme on dit. Alors, j'arrive à Genève. J'ai la chance même d'avoir une bonne équivalence. Et donc, j'ai fait que 2 ans pour avoir le diplôme, équivalent de master. Et le prof qui m'a dirigé, il me dit, vous êtes un garçon brillant, et vous ne voulez pas faire un doctorat? À l'époque, je n'avais pas de bourse. Il me dit, non, pour le doctorat, c'est bon parce que je vous donne un poste d'assistant. Donc, c'était de professeur assistant où tu donnes quelques heures de travaux pratiques. Et puis, vous avez le temps de faire vos recherches de doctorat. Et j'ai fait... Vous savez, on était éduqués quand même à la dure. On n'avait pas à jouer, on n'avait pas de pays qui nous soutient. Moi, je travaille 2 fois plus que les autres. Et j'ai fini même ma thèse de doctorat en un temps record. J'ai tout de suite trouvé une place. Une place tout de suite dans un hôpital à côté, à l'université. Ça c'était bien. Et là, en fait, j'avais le choix de faire d'abord une carrière académique qui était beaucoup plus longue. Tu passes par des étapes où tu dois à chaque fois. Ou alors avoir un poste stable.
Et revenir dans l'académie plus tard, en ayant un poste stable. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai commencé par les hôpitaux universitaires. Après, j'ai fait un privat-docent. Je suis revenu dans l'enseignement. Et ça me permettait une certaine liberté. Je pouvais partir. Je venais au Rwanda enseigner. Donc, de ce côté-là, et c'était bien. Je demandais des fautes de recherche. J'avais des étudiants qui faisaient des thèses aussi. Je dirigeais des mémoires de licence, plutôt de maîtrise et tout ça. La carrière au niveau professionnel, c'était vraiment bien. Et là, et pour la famille, comment vous avez fondé votre... Alors, je le raconte aussi dans le livre. 81, je termine mon doctorat. Et quelques mois après, j'ai un poste de stable. Et je me suis dit, c'est le moment. Je recevais chaque fois des lettres de mon père. Quand est-ce que vous allez vous marier? Il y avait une pression de la famille. Et moi, je suis tombé signifié, je suis tombé amoureux très rapidement. On a conclu, on est même reparti ensemble en Suisse, et tout. Il vous a donné de bons enfants. Oui, voilà. On a fait trois fils. Je connais Manzi. Il y a Gatete, qui était médecin. Et Gitori, ici, il est dans le business. Il est dans le mining. Oui. Vous êtes un papa heureux, hein? Non, de ce côté-là, mais ce n'est pas des choses qui tombent du ciel. Il faut bien travailler, il faut être à côté des enfants. Vous savez, en Europe, vous avez vécu là-bas, les enfants, ils ont tendance un peu à se disperser. S'il n'y a pas quelqu'un qui est toujours derrière, ma femme a été formidable pour ça. Il allait à l'école, il savait à quelle il sortait, parce qu'il y en a qui tombent dans la drogue facilement. Et puis vous avez construit aussi une association, Runana, qui aide beaucoup les jeunes. Ah voilà, Runana les a aidés. J'ai suivi les activités, j'ai fait un reportage là-dessus. Ah oui. C'est quelque chose. Hein. Runana nous a aidés vraiment pour aider nos enfants. En tout cas, félicitations pour ça. On était parmi les fondateurs de Runana. Aujourd'hui, l'autre jour, au mois d'avril, j'étais là. Et j'étais heureux de trouver que les enfants, à l'époque, qu'on amenait, maintenant ils sont grands, ils ont des enfants aussi. On arrive à la 3e génération. Oui. Et aujourd'hui, vous avez tout laissé derrière en Suisse et venu vivre dans votre pays d'origine. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance. Et comment alors vous vivez aujourd'hui au Rwanda et comment vous avez décidé ça? C'est venu petit à petit. Comme je vous disais, chaque année je venais pour enseigner à l'Université nationale. Et 2-3 semaines, je voyais le pays comment il est en train de se métamorphoser. Je voyais c'est des pays quand même où il fait beau vivre au niveau climatique, au niveau relationnel. Puis c'est des pays où on se dit, tu fais quelque chose de visible. Bon, je venais de faire 30 ans en Suisse. Et ma contribution, je dirais, elle est presque rien parce que par rapport à ce que la population attend, ils ont tout en Europe. Ici, on donne même un petit cours de rien du tout. Ça a un impact sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de mes anciens étudiants. Certains sont devenus des grands hommes, ils sont dans les fonctions. Et quand ils me racontent que mon cours les a orientés vers ceci, vers cela, et qu'ils étaient très contents, ça, c'est du bonheur pour moi. C'est ce qui plaît à tout enseignant de savoir, d'avoir un feedback de l'étudiant. Est-ce qu'il a aimé votre cours? Est-ce que ça lui a servi à quelque chose? Pas seulement la matière, mais aussi la vie. D'accord. Ici, j'allais vous poser une question, mais la réponse se trouve dans votre retour au pays. En fait, vous avez parlé de la guerre de la libération de FPR dans votre livre. Et pour moi, si j'analyse bien, cette libération, vous êtes en train de le vivre. Ah oui, voilà. Ça aussi, c'était une des raisons de revenir au pays. Parce qu'on n'a pas été au front, comme la plupart qui ont même perdu la vie. Mais on était dedans, on les accompagnait, on était devenus... Moi, j'écrivais des lettres pour expliquer le combat du FPR dans la presse locale. Dans mon livre, il y a plein de lettres que nous avons écrites à la Conseil fédéral, Commission des droits de l'homme, Commission du HCR, des choses comme ça. Donc, on était partie prenante du FPR. Et moi, chaque fois, je disais aux gens, et j'y croyais parce que je discutais avec les cadres du FPR, le Rwanda, nous allons en faire un paradis. Et j'expliquais aux gens que le Rwanda, on va en faire un paradis.
Donc, c'était la moindre des choses de venir vivre ce paradis. Oui, ça se voit. Et c'est un paradis, franchement. Moi, il suffit que j'aille ailleurs, dans d'autres pays. L'autre jour, j'étais à Bujumbura. La ville étant comme à Lambo, pratiquement. Il n'y a rien qui a changé. Et dès qu'on passe à la Kanyaru, tac, on tombe sur l'éclairage public, en pleine brousse. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. J'ai vu aussi, j'étais à Mourazi il y a 24 heures. J'ai vu votre maison que vous avez construite au bord du lac. Ah ouais, ça c'est mon rêve. Alors pour terminer, vous avez écrit son livre en parlant de votre témoignage de vie, de jeune adulte, et puis l'exil, et puis retour au berceau. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas y passer. C'est le génocide de perpétré contre les Tutsis. Vous avez quand même évoqué ce passage. En un mot, qu'est-ce que vous avez dit? Dans la disparition des miens, mes parents. Moi, en 94, mois d'août, septembre, je reviens au pays première fois. Et le pays était désolation totale. Figurez-vous que nous avons pris la voiture de Kigali jusqu'au Mayaga. On n'a croisé aucune voiture tout autour de nous. Le long des routes, les maisons détruites. Et la route dont je vous parle depuis Mayaga jusqu'à Nyanza, c'est une route que j'ai fait plusieurs fois quand j'étais gamin. On croisait toujours du monde. Et là, on ne voit rien. De temps en temps, on voit des petites monticules le long de là. Et c'est souvent des tombes. C'est là où on a enterré les gens. Les maisons sont parties. On voit que les gens ils sont partis rapidement d'ailleurs. Et j'arrive chez moi, c'est pareil. Mes parents, on me raconte comment mes parents sont morts, on me raconte comment j'étais dans les latrines, des choses comme ça. Une colline, il y avait deux collines où c'était plein de gens de ma famille. Il ne restait plus à peine 5 ou 6 personnes. Une vieille dame qui est là, 2 enfants. Donc, non, c'était horrible. Après cette vie... Et puis le pire, c'est qu'ils avaient été tués par leurs voisins. Aujourd'hui, on va terminer sur une bonne note. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce pays? Comment vous vivez votre temps libre? C'est la lecture, c'est le football, c'est le volleyball, c'est le basket, c'est le tennis, c'est quoi? C'est le tennis. Ah, je fais beaucoup de tennis. Là, à Bujumbura, on était parti pour une compétition avec le club de Bujumbura. Au mois de novembre, on était à Kampala. Ça, c'est des activités. Tous les 3-4 fois par semaine, je suis au tennis club. Cette semaine, il y avait un tournoi au cercle. Je n'ai pas pu y participer parce que j'avais beaucoup d'occupations. Autrement, moi, mes loisirs, c'est les activités sociales. Je suis avec les gens, j'aime causer avec les gens. Les soirs, j'ai rendez-vous avec les gens de ma génération. On passe des soirées à rigoler. Et c'est ça la vie donc, que je mène ici. On va terminer sur ça. Donc, qu'il était bon, mon pays. Et qu'il est devenu beau encore. Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà, vous avez bien terminé. Et en disant qu'aujourd'hui même, votre pays, notre pays est beau. Absolument. Je le confirme. Merci beaucoup, Kalégué. Merci. C'est un honneur de vous rencontrer. C'était un plaisir de partager, de raconter ce que j'ai vécu, de raconter pour les jeunes générations. Et c'était, comme je l'ai dit au début, de le faire avec vous. Alors, comment on peut trouver son livre? Dans les librairies ici, Caritas, ils ont, Ikirezi, ils ont. Je vais en déposer aussi au centre culturel francophone, vers Kimihurura, je vais le mettre aussi. Et autrement, moi, mon téléphone, peut-être que je vais pouvoir le donner, j'en ai à la maison, que je vends au prix sans bénéfice. D'accord. Et pour les gens qui se trouvent en dehors du Rwanda? Amazon. Oui. Okay. En Suisse, on les a dans les librairies, mais c'est mis Amazon. On va sur le site amazon.fr. En 2-3 jours, il est expédié. Parce que c'est distribué par Hachette Distribution, c'est un grand distributeur. Et donc il le fait passer par Amazon. Il y a d'autres sites français. Et il y a Fnac aussi, disons.
Ouais, ça se trouve finalement partout. Hein. Ça se trouve partout. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai préféré aller les dicter chez un distributeur assez important pour que ce soit lié au Canada, en Chine, ailleurs, tout ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.